Depuis une dizaine d'années, l'immunothérapie connaît un développement remarquable et unique dans le domaine de la cancérologie, particulièrement pour le traitement des cancers du poumon. Cette approche thérapeutique révolutionnaire a d'ailleurs fait l'objet du prix Nobel de médecine 2018. Depuis, l'immunothérapie a rendu possible le traitement de nombreux cancers métastatiques comme les mélanomes, certains cancers du poumon, de la vessie et du rein, dont certains réputés incurables. Et nous avons le plaisir d'en discuter dès à présent avec le professeur Julien Mazières. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumo-oncologue et chef du service de pneumologie au CHU de Toulouse. Professeur Mazières, tout d'abord, pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur la définition d'immunothérapie en oncologie ? Alors, dans le mot immunothérapie, il y a thérapie, donc il s'agit de traitement, immuno, qui vise à tirer profit du système immunitaire. Si on reprend, on a souvent développé les traitements anticancéreux en ciblant directement la cellule tumorale, chimiothérapie, radiothérapie, par exemple. Là, on est sur un concept un petit peu différent qui consiste à aller cibler non pas la cellule tumorale, mais le système immunitaire pour le réactiver et que dans un second temps, il puisse lui-même attaquer la cellule tumorale. Il s'agit donc d'un concept assez nouveau dans le domaine de la cancérologie. Et l'immunothérapie, elle semblait jusqu'il y a peu encore proposée en dernier recours. L'utilise-t-on désormais en première ligne à un stade précoce ? Alors, comme toujours dans les nouveaux médicaments en cancérologie, nous commençons essentiellement dans les stades avancés, voire même dans les stades de patients qui ont déjà eu des traitements. Quand on voit que cela fonctionne, on va vers les stades de plus en plus précoces. Donc, effectivement, depuis quelques années maintenant, on développe l'immunothérapie pour les stades métastatiques, mais aussi pour les stades localement avancés et même les stades précoces. Et comment l'immunothérapie parvient-elle à stimuler l'immunité antitumorale ? Alors, il faut reprendre à quoi sert le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est ce qui permet de nous défendre face à une agression extérieure, un virus, une bactérie, un corps étranger. Et bien sûr, une cellule cancéreuse est considérée comme quelque chose qui ne doit pas être dans notre organisme. Et donc, on a normalement notre système immunitaire qui va repérer des marqueurs de ces cellules cancéreuses pour les détruire. Et globalement, ça marche assez bien, régulièrement. Mais souvent, ce système immunitaire est dépassé. Pourquoi ? Parce que les cellules cancéreuses, lorsqu'elles se développent, vont développer à leur surface des marqueurs, des protéines qui vont les dissimuler, les cacher face au système immunitaire. De fait du développement de ce type de mécanisme, l'équilibre entre l'apparition de cellules étrangères ou cancéreuses et la réponse immunitaire ne se fait plus et on voit que la cellule cancéreuse prend le dessus car elle se cache du système immunitaire. Donc le but de l'immunothérapie, c'est de restaurer le système immunitaire pour qu'il démasque les cellules cancéreuses et puisse les attaquer directement comme il l'aurait fait au tout début. Ce que vous décrivez là pose la question de l'efficacité de cette approche. Alors effectivement, ça pose le problème de l'efficacité dans le sens où comme on est sur quelque chose de tout à fait nouveau, avec un concept original, on a mis beaucoup de temps. Vous avez cité les 2 prix Nobel initialement. Ça fait longtemps que l'on connaît, que l'on sait qu'on peut attaquer la cellule cancéreuse via le système immunitaire, mais il a fallu le démontrer. Et il y a de nouvelles molécules, des essais cliniques qui ont permis de montrer d'une part que ça pouvait être efficace dans certains types de tumeurs, et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, dans certains stades, mais également d'avoir les bonnes molécules pour que ça stimule le système immunitaire pour détruire les cellules cancéreuses, mais pas trop pour que ça n'induise pas trop d'effets secondaires. Donc on a réussi à bien contrôler cet équilibre et maintenant on a des traitements qui sont à la fois suffisamment efficaces et avec une toxicité qui n'est pas nulle mais qui est faible et donc gérable. Alors précisément, en réactivant le système immunitaire, les immunothérapies présentent-elles des risques pour les patients ? Alors, tout à fait, dans le sens où, en fait, les traitements d'immunothérapie vont repermettre aux lymphocytes, donc les soldats de l'organisme, d'aller détruire les cellules cancéreuses. Et ça, c'est l'objectif. Et quand ça fonctionne comme ça, c'est parfait. Mais parfois, ces soldats, ils vont pas forcément au bon endroit. Et ce système immunitaire qui est réveillé, qui est réactivé, peut entraîner des réponses immunitaires dans des organes qui ne sont pas les organes touchés par le cancer. Ça peut donner des inflammations dans différents organes, dans le foie, dans les poumons, au niveau de la thyroïde, au niveau du tube digestif. Et donc, il y a cette toxicité qui est induite par le système immunitaire qui parfois peut effectivement causer des effets secondaires chez les patients.
Je profite de votre réponse, professeur, pour préciser que dans le 2e épisode de notre podcast dédié à l'immunothérapie, nous allons parler plus largement des toxicités immunomédiées. Fin de la parenthèse. Je reviens avec vous, professeur Mazières. Quel type de tumeurs peuvent à ce jour être traitées par immunothérapie ? Alors, je serais tenté de répondre facilement, pratiquement toutes. Il y a plus de tumeurs traitées que de tumeurs non accessibles à l'immunothérapie. Néanmoins, il y a certains types de tumeurs, parce que ça touche des organes pour lesquels le système immunitaire est très important, en particulier des tumeurs qui touchent des organes exposés à l'extérieur et aux agressions, donc, dont on sait que le système immunitaire est important, qui ont été les premiers à bénéficier de l'immunothérapie. La première tumeur, c'était les tumeurs de la peau, les mélanomes. Donc, on comprend bien exposés à l'extérieur, aux agressions extérieures, et c'est vrai que ça répond très bien à l'immunothérapie. Ensuite, on a eu les cancers ORL et les cancers du poumon. Là aussi, on comprend très bien pourquoi. Puis, c'est en train de s'étendre, et en particulier aux tumeurs de vessie, par exemple, aux tumeurs du rein, également dans certains types, pas tous, de cancers du côlon, avec certaines particularités biologiques, certains types de cancers du sein, en particulier les cancers qu'on appelle triple négatifs. Donc, on voit que les indications de l'immunothérapie sont en train de s'étendre, et je dirais maintenant qu'il y a presque plus ou pas beaucoup de tumeurs qui ne sont pas accessibles à l'immunothérapie. Il reste peut-être encore quelques tumeurs cérébrales ou les tumeurs des enfants pour lesquelles il y a moins d'indications. Mais enfin, ceci étant, on l'utilise dans énormément d'indications actuellement. Je rappelle que vous êtes pneumo-oncologue. Alors revenons plus concrètement au cancer du poumon. Quels sont les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires aujourd'hui à votre disposition et puis dans quel cadre ? Alors, il y en a effectivement plusieurs. Vous avez cité encore une fois les 2 prix Nobel qui ont pas inventé, mais qui ont découvert et mis à profit les 2 points de contrôle que sont CTLA4 et PD1, PDL1. Donc, ce sont nos 2 cibles principales. Je ne vais pas parler trop longtemps des anti-CTLA4. Ils sont essentiellement développés dans les mélanomes. Dans le poumon, il n'y a pas encore, pour l'instant, d'AMM ou de remboursement en France. Par contre, on développe énormément les anti-PD1 ou PDL1. On est vraiment sur la même famille de molécules. Donc, ces molécules ont été développées au début pour les cancers du poumon non à petites cellules, chez des patients pré-traités. Donc, ils avaient d'abord une chimiothérapie classique, puis on avait ces molécules. Ensuite, il a été donné en première ligne chez ces patients, toujours métastatiques à un stade avancé, soit seul dans un sous-type très particulier où on a le marqueur PDL1 qui est élevé à plus de 50%, soit associé à une chimiothérapie, et ça couvre les cancers épidermoïdes, les adénocarcinomes, c'est-à-dire la grande majorité des cancers que l'on traite. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on le donne également chez les patients avec des maladies localement avancées, cette fois-ci après l'association de radio et chimiothérapie. Puis, depuis moins de temps, les autorisations datent de quelques mois, on peut le donner chez les patients avec des cancers précoces pour lesquels le traitement de référence est la chirurgie. Et dans ce cas-là, on donne ces molécules en association avec la chimiothérapie avant d'être opéré. Et dans des cas plus rares, après l'intervention. Alors vous nous avez parlé là des cancers du poumon non à petites cellules. Quid du cancer du poumon à petites cellules ? Alors, le cancer du poumon à petites cellules, c'est vrai que ça a toujours été le cancer pour lequel on a fait des progrès plus lents, on va dire, et c'est arrivé dans un second temps. Mais là aussi, l'immunothérapie a montré son intérêt. On va distinguer 2 situations. Les cancers à petites cellules avancées métastatiques, où là, on le donne d'emblée associé à la chimiothérapie. Puis une deuxième situation qui est les cancers à petites cellules localisés, ce qui est quand même plus rare, dans lequel le traitement reste l'association de chimiothérapie et de radiothérapie. Et depuis peu, depuis quelques mois, on sait que de rajouter un inhibiteur de point de contrôle pendant 2 ans suivant la fin de la radiochimiothérapie apporte un bénéfice. Donc, on voit que là aussi, si on prend cancer à petites cellules, cancer non à petites cellules, stade avancé, stade localement avancé et stade précoce, on couvre quasiment toutes les indications en oncologie thoracique. Et par quelle voie les inhibiteurs des points de contrôle immunitaire sont-ils administrés ? Alors, ce sont des molécules qui finissent en AB, donc des anticorps. Donc, par définition, c'est par injection intraveineuse lors de perfusion. À noter, ça peut être important que autant pour une chimiothérapie, il faut un site veineux implantable, autant pour l'immunothérapie seule, ce n'est pas indispensable. Et de plus en plus, on voit se développer une autre voie d'administration qui est la voie sous-cutanée.
Alors attention, c'est pas sous-cutané comme une injection d'anticoagulant, hein. C'est sous-cutané avec une infirmière à côté pour une durée de 5 à 10 minutes, donc avec un certain contrôle. Mais c'est vrai qu'on peut les donner dans ce contexte-là. L'immunothérapie s'administre-t-elle exclusivement à l'hôpital ? Alors c'est une bonne question. Effectivement, jusqu'à présent, on l'administrait quasiment exclusivement à l'hôpital, mais depuis l'expérience du Covid, où vous savez, c'était un petit peu plus compliqué, on a développé de plus en plus l'administration à domicile via les systèmes d'HAD, hospitalisation à domicile. Donc ça implique un peu d'organisation, c'est-à-dire un lien entre l'hôpital, les organisations d'hospitalisation à domicile, le médecin généraliste. Mais nous, actuellement, sur le CHU Toulouse, on a une expérience qui date de 3-4 ans et on fait à peu près 5 à 10% de nos injections d'immunothérapie à domicile. Là encore, chez des patients sélectionnés, c'est-à-dire des patients globalement stables, avec un domicile qui s'y prête et qui sont couverts par des réseaux d'hospitalisation à domicile. Mais c'est vrai que c'est un vrai progrès pour la qualité de vie des patients. On a connu des progrès absolument fulgurants dans l'immunothérapie au cours des dernières années. Et quelles avancées et tendances prévoit-on dans ce domaine pour les prochaines ? Alors c'est vrai que l'immunothérapie, on pourrait dire que même si c'était une révolution, on en est encore peut-être qu'au début. Il y a plusieurs voies qui sont étudiées actuellement. Premièrement, on n'a parlé que des anti-PD1, PDL1, mais il y a d'autres points de contrôle, donc on peut penser à d'autres points de contrôle et des associations d'immunothérapie entre elles. Ensuite, qui dit système immunitaire, on peut penser aux vaccins, et c'est vrai que il y a des vaccins qui se développent aussi dans cette situation. Alors, il y a deux types de vaccins. Il y a des vaccins, je dirais, un peu préformés, où tout le monde va avoir c'est des vaccins thérapeutiques, hein, c'est pas pour prévenir le cancer, c'est pour traiter. Donc, on peut avoir une injection de produits qui vont cibler certains antigènes qui sont communs aux cellules cancéreuses. Donc, je dirais que là, tout le monde aura la même chose. Donc, il y a un essai clinique là, qui a fait beaucoup parler de lui l'an dernier et qui va se développer encore un petit peu, où on a des vaccins thérapeutiques qui paraissent intéressants dans le cancer du poumon. Et puis, il y a, je vais dire, dans les perspectives ultimes, le vaccin personnalisé. C'est-à-dire qu'on identifie certaines caractéristiques de la cellule tumorale, donc des antigènes à sa surface, et en dehors du corps du patient, bien sûr, on va créer un vaccin qui est spécifique du cancer du patient, et on va pouvoir lui administrer ce vaccin dans un second temps. Donc là, on est sur les vaccins personnalisés. Il y a des travaux en cours, ce n'est pas encore disponible, mais ça peut être une perspective très intéressante. Et diriez-vous que vos patients sont aujourd'hui au courant de ces nouveautés ? Alors, les patients sont au courant de ces nouveautés. Il y en a qui le demandent, même si ce n'est pas encore disponible. Et quand on parle de perspective, on n'a parlé que des traitements, mais il y a aussi tout ce qui est autour. Qui dit réponse immunitaire, dit mettre en jeu nos propres forces à développer une réponse immunitaire. Et en particulier, on connaît le rôle du microbiote. Hein. On va dire, ces microbes non pathogènes que l'on héberge en nous, dans notre tube digestif ou même parfois ailleurs, dont on sait que la présence ou les caractéristiques peuvent prédire l'efficacité ou les échecs de l'immunothérapie. Alors là aussi, c'est une perspective. Pour l'instant, on n'a pas de médicaments pour modifier le microbiote. Il y a des travaux en cours, mais ça peut être une bonne perspective. Les seuls conseils que l'on peut donner aux patients: ne prenez pas trop d'antibiotiques si c'est inutile, parce que ça peut déstabiliser votre microbiote. Attention aux corticoïdes aussi qui peuvent modifier, et alimentation la plus équilibrée possible. Et si un médecin traitant voulait présenter simplement l'immunothérapie à son patient dans le cadre d'un cancer du poumon, comment lui proposeriez-vous de présenter ce traitement ? Moi, je pense qu'effectivement, il faut être assez simple, comme on l'avait dit un petit peu en introduction. C'est qu'on va vous proposer un traitement dont le but est de rétablir l'efficacité de votre système immunitaire naturel, de manière à ce qu'il puisse attaquer les cellules tumorales. Si cela n'est pas suffisant, cela peut être combiné avec de la radiothérapie, de la chirurgie ou de la chimiothérapie, mais ça fait un plus en stimulant le propre système immunitaire du patient. Merci, professeur Julien Mazières. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes pneumo-oncologue et chef de service de pneumologie au CHU de Toulouse. C'est la fin de notre conversation dédiée à l'immunothérapie, réalisée avec le soutien institutionnel du laboratoire MSD. À bientôt pour un nouveau podcast Vidalone, le podcast qui donne de la voix aux soignants.